Merci beaucoup, c'est un plaisir d'être parmi vous. Sachant qu'il y a nombre d'interventions sur un sujet en fait, que nous avons tous croisé sous les angles différents, je vais mettre l'accent sur la problématique de comment l'intelligence artificielle comme nous la connaissons a changé en fait le champ d'application de la menace au travers des années que nous venons de traverser et surtout clairement dans le cyberespace. Alors, pour que vous ayez une idée un peu de à qui vous parlez, j'ai eu une longue carrière à Europol, où j'ai travaillé au centre de lutte contre la cybercriminalité, le centre antiterroriste et spécifiquement la propagande de Daesh et d'Al-Qaïda dans les années Charlie Hebdo, Bataclan, etc. Donc, au pire, en fait, d'une certaine forme de désinformation à l'échelle pour convaincre des gens de traverser toute l'Europe et d'aller se battre au nom d'une cause qu'ils n'avaient jamais vue. Et dans le même temps, pouvoir mettre en place au niveau européen des solutions d'innovation pour détecter des contenus illicites, des contenus criminels et d'avoir des modalités d'investigation qui soient à la hauteur. Et plus récemment, depuis fin 2019, j'ai le plaisir d'être à la tête du Cyber Peace Institute. Nous sommes voisins, juste en dessous du Palais de la Paix, où nous nous efforçons d'apporter des solutions à l'échelle pour les populations vulnérables dans le cyberespace, celles qui sont les victimes d'attaques, sans toujours avoir des possibilités de soutien approprié. Dans ce contexte, je pourrais partager quelques exemples sur des choses qu'on a vues sur comment la viralité est devenue quelque chose d'impactant sur la psychologie d'ensemble, ou en tout cas un état de la menace. Par exemple, au travers de ce qui s'est passé au moment de l'attaque de Christchurch, ou ce que l'on voit plus récemment, nous traçons par exemple les cyberattaques déployées depuis l'invasion de l'Ukraine, où on voit en fait un nexus entre l'utilisation de prolifération d'informations toxiques et dans le même temps le déploiement d'attaques cyber plus traditionnelles. Je vais y revenir. Mais avant cela, je voudrais qu'on parle de la même chose, donc je vous propose cette définition juste pour ma présentation. Je ne considère pas du tout que ce soit la définition de la désinformation ou du contenu illicite, ce que l'on veut, mais bon, ça aide qu'on soit sur le même, sur un champ de compréhension. Donc je vois ça d'un point de vue holistique entre les données, les technologies, les process que vous mettez en place pour pouvoir, à l'échelle, affecter la capacité de celui qui consomme ces données, cette technologie, ces process, de penser correctement, et en même temps de pouvoir soit mettre en place des conditions favorables à une criminalité ou existante ou nouvelle, ou motiver quelqu'un à commettre un crime, et surtout de créer un impact humain, un impact toxique à l'échelle. Donc c'est de ça dont je voudrais parler avec vous. Je commencerai par toujours un slide un peu ésotérique et compliqué, mais on va y revenir, c'est pas si compliqué que ça. C'est juste une des nombreuses, alors c'est une des nombreuses théories, parfois fumeuses, sur la route de l'innovation exponentielle, et comment on passe de produits et services qui sont extrêmement physiques et matériels, jusqu'à ce qu'ils deviennent complètement dématériels, qu'ils ne coûtent plus rien, et que du coup deviennent complètement démocratiques. Alors démocratique, c'est toujours un mot qui est extrêmement positif, mais on le voit sur l'usage de certaines technologies, ça peut avoir un vrai problème. Alors pour l'illustrer, je vais commencer par une histoire que je pense, j'espère que nombre de vous connaissent, mais rentrer un peu plus dans le détail, parce que l'histoire du deepfake nous donne beaucoup à réfléchir sur l'histoire du contenu illicite en général, et de la manipulation, de la prolifération de ce contenu, et comment il crée un impact. Donc l'histoire du deepfake, elle commence en 2017, donc fin 2017, où ça s'appelle deepfake parce que d'ailleurs c'est en fait l'utilisateur d'un réseau, d'un champ sur Reddit qui s'appelle Monsieur Deepfake, donc un utilisateur, plusieurs utilisateurs utilisant cet acronyme, et du coup la technologie porte le nom. Donc ce groupe d'utilisateurs décide qu'il y a un problème que l'humanité doit absolument régler, et ce problème est de pouvoir mettre la photo de n'importe quelle femme dans le monde sur des vidéos pornographiques. C'est le problème que l'humanité doit vraiment... voilà. Et du coup, ils se mettent ensemble pour profiter en fait d'une convergence, et ça commence toujours comme ça, par des convergences en fait qui ne sont pas coordonnées. C'est de la sérendipité presque, des choses arrivent. Et on a à ce moment-là Nvidia qui met à jour les capacités graphiques de leur carte de processing. Donc ça augmente la capacité de processing, surtout pour la génération en fait, de contenu de façon adverse. Vous avez deux intelligences artificielles qui s'opposent, une crée du contenu, l'autre regarde si le contenu est manipulé, puis on monte, jusqu'à ce que celle qui détecte ne puisse plus se rendre compte que le contenu est manipulé. Donc ça fait un boom. Vous avez dans le même temps AWS et d'autres qui mettent à disposition des capacités de processing en ligne sur le cloud à des prix très très bas,
Donc ça donne un accès à monsieur Deepfake et à ses amis à des capacités de processing à bas prix. Et puis encore à l'époque, mais c'est toujours le cas, vraiment, si vous voulez récupérer les visages de toutes les femmes de la Terre, c'est pas très compliqué. Vous allez sur Facebook, Instagram, n'importe quoi, c'est partout. Donc voilà, c'est assez simple. Donc on se retrouve avec cette problématique qui est devenue endémique dès la fin de 2017, début 2018. Et très rapidement, ce qui est intéressant, c'est que ce qui est à ce moment-là quelque chose open source, c'est juste là, vous le prenez, vous l'utilisez en termes d'algorithme. Vous devez savoir un peu coder, bon voilà. Mais des entreprises le transforment en produit. Très très rapidement. Donc là on est 2018 et vous avez des entreprises type, voilà, bon, celle qui se dit ça va être intelligent, on va mettre le visage de Nicolas Cage sur tous les films du monde, ce qui est le second problème que l'humanité doit pouvoir gérer. Et puis des applications qui directement, déjà en Chine en tout cas, permettent de prendre la photo de n'importe qui, de le mettre sur n'importe quel corps ou vidéo que l'on possède. Dans la même année, Scarlett Johansson, qui est une des victimes les plus connues en fait de deepfake, avec les moyens qu'elle a, avec la batterie d'avocats qui travaillent pour elle, finit par déclarer « j'arrête ». Voilà, ça fait quelques mois et j'arrête, je sais déjà que je ne pourrai jamais faire en sorte que je ne sois pas violé tous les jours sur Internet. C'est pas possible. Voilà, tant pis. Donc imaginez en fait le poids de cette déclaration. On est quelques mois après la sortie de la technologie. Et derrière, vous n'avez pas une compagnie. Ça n'a pas été créé par monsieur ou madame Deepfake vraiment, c'est-à-dire une entité légale vers laquelle vous pouvez aller, mettre en place une loi ou déposer plainte. C'est juste là. Et c'est utilisé à l'échelle. L'histoire continue avec voilà, des reprises commerciales, donc par exemple la création d'avatars complètement faux pour vendre des habits sur Internet, et d'autres choses qui sont moins connues sur la résurrection de Robert Kardashian et de Joachim Oliver. Donc Robert Kardashian remis en vie par ses filles, sous une version holographique alimentée par deepfake pour que ce jour-là, ils puissent leur parler encore. Et visiblement, ça marche parce qu'elle pleure beaucoup. Et ça, c'est une très triste histoire. Donc ce jeune homme n'existe pas, enfin, il a existé, mais à ce moment-là, est malheureusement décédé. Il a été victime, en fait, d'un shooting de masse aux États-Unis. Et ses parents, après sa mort, le font revivre sur un deepfake pour qu'il puisse enregistrer une vidéo et dire au monde que, en fait, gun control, ça peut avoir un sens et ça peut sauver des vies. On a plus vu récemment, voilà, je passe rapidement parce qu'il y a plein d'autres exemples, mais plus récemment, donc le deepfake avec le président Zelensky, et je voulais mettre ça sur une ligne de temps pour vous expliquer que voilà, on est en 2017, ça existe, et en fait, on a la première tentative de régulation qui est, de réglementation, pardon, qui vient de la Chine en décembre 2022. Ça vous donne un peu une idée de déconnexion entre la réalité du terrain et puis la capacité réglementaire. Dans ce même temps, et là vraiment on pourra partager des exemples en conversation dans la pause, vous avez une utilisation énorme par le crime de toutes sortes de fakes, que ce soit des images, des sons, des voix, pour se faire passer pour créer des escroqueries majoritairement. Donc ça je ne vais pas y revenir, il y a nombre d'exemples, et surtout toujours aujourd'hui, en fait, il y a un vrai règlement qui soit international ou qui tienne la route, il n'y en a pas vraiment. Donc tout ça pour dire que cette histoire du deepfake, si vous prenez ça sur la prolifération, en tout cas les mécaniques qui permettent la prolifération de contenus illicites, on se retrouve avec cette vieille équation qui est, d'un côté, l'innovation, c'est la vitesse de la lumière, et la réponse, en général, elle est à la vitesse de la loi. Et la vitesse de la loi, c'est pas rapide, et là, on n'est même pas à la vitesse de la loi. Donc on n'est vraiment pas rapide du tout. Donc j'en reviens à ce graphique, qui vous dit qu'on part donc, de quelque chose qui est numérisé, dont au début tout le monde se dit, parce que fin 2017, je me souviens, quand j'étais à Europol, on expliquait déjà, ça va juste changer les fondamentaux de la justice, et tout le monde nous regardait en disant, non, pas vraiment, c'est quelques personnes qui font du porno, qu'est-ce qu'on s'en fout. Bon, très bien. Et jusqu'au moment où tout le monde se rend compte que oui, ça prend, mais c'est trop tard, parce que c'est dématérialisé, c'est trop gros, tout le monde l'utilise, donc du coup ça coûte plus rien, et puis ça devient complètement démocratique. Donc si je reviens à cette définition, et qu'on la met dans un angle un peu plus large pour regarder qu'est-ce que ça crée comme nouvelle menace et comme impact vraiment sur l'écosystème numérique. Donc, on a aujourd'hui une situation où l'intelligence artificielle générative peut faire de façon crédible des textes, des images, des vidéos, de l'audio, en gros tout ce qui est médias synthétiques. Et ces synthétiques médias sont juste en explosion. Donc certaines études, notamment à l'université de Leiden, si je me souviens bien, disent que d'ici 2026, en fait, plus de 90% du contenu sur Internet sera synthétique. Je pourrais dire que c'est déjà le cas, parce qu'en fait, il n'y a rien de vrai sur Internet, fondamentalement, mais ok, et que le coût de production décroît.
ça devient extrêmement simple de produire du contenu synthétique. Je veux dire, il y a des applications un peu partout, il y a des algorithmes, il y a un nombre d'outils qui sont open source, donc ça coûte pas cher. Et ce qui fait que la vitesse et l'échelle à laquelle ça se multiplie, eh ben on est complètement passé d'un système où vous auriez besoin d'une personne qui produit du contenu pour une autre personne, et on est maintenant à un système où une interface, un algorithme, peut produire du contenu en temps réel à des millions de personnes. Donc voilà, donc on change complètement d'échelle. Et en même temps, les capacités de détection ne sont pas à la hauteur. Dans certains champs, même en fait, elles sont en chute libre. C'est extrêmement difficile d'être au niveau de la capacité des intelligences artificielles, des algorithmes, des différents écosystèmes de solutions qui peuvent générer du faux. Donc cette menace fait qu'il y a un vrai impact sur les interactions sociales, et on peut prendre l'exemple des réseaux sociaux qui font que si vous ne pouvez pas vraiment faire confiance à la véracité de ce avec quoi vous interagissez, ça peut avoir un impact direct sur votre capacité à avoir une autodéfense intellectuelle, ce qui est faux, ce qui est vrai, comment je prends mes décisions. Vous pouvez être soumis à de la désinformation de la manipulation qui est ciblée. Donc c'est pas vous avez un flux de choses plus ou moins vraies qui vous arrivent, c'est on peut réellement voir qui vous êtes, quelle est votre attitude, vos envies, vos amours sur Internet. Donc il y a une capacité que l'intelligence artificielle permet de récupérer ces données, de les analyser et de transformer ça en fait en vecteur d'attaque spécifique sur vous. Et ça, c'est un mode opératoire qui est connu dans le cybercrime depuis 15 ans. Sauf que les cybercriminels devaient le faire à la main, parce qu'il n'y a pas le choix, c'est comme tous les autres, ils ont des organisations, un service des ressources humaines qui recrutent, c'est difficile, tout ça, ça coûte des sous. Et maintenant, on se retrouve avec une capacité de l'automatiser. Et une problématique qui est que cette possibilité de générer du faux à l'échelle crée en fait une situation d'incertitude qui permet à nombre de cybercriminels d'en profiter pour déployer des attaques. Exemple simple, Covid-19, vous avez vous l'avez vu, l'infodémique, donc il y a eu tout un tas d'informations complètement délirantes au moment en fait de la pandémie, le premier pic d'infection étant le pire, et dans le même temps des cybercriminels qui n'ont, c'est pas eux clairement qui ont déployé le Covid, soyons clairs, mais en tout cas ils ont vu ça, ils ont dit je vais créer covid.com, covid.fr, covid.org, et puis je vais expliquer à des gens que si cliquent là ils vont pouvoir acheter un vaccin, quoi que ce soit, et de ce fait je les escroque et je peux récupérer de l'argent. Donc voilà. Cybercriminalité de niveau 0, mais très simple, parce que l'univers informationnel est tellement saturé de choses fausses que c'est difficile de prendre une décision qui soit sensée. Donc du coup, revenons à ce concept, on est vraiment tout là-bas en bas. En ce qui concerne la prolifération de contenus générés par intelligence artificielle, et c'est ce qui rend la problématique extrêmement complexe et a un fort impact. Donc je pourrais commencer en disant que on arrive maintenant au moment où les juridictions vont devoir se doter de capacités pour pouvoir évaluer si oui ou non la preuve numérique qui leur est apportée est crédible. Et du moment où vous posez cette question, vous cassez le système judiciaire. Parce qu'en fait, vous pouvez vous retrouver devant une cour, dire bon, voilà, il y a cette caméra de surveillance qui vous voit là, vous êtes en train d'agresser cette grand-mère. Ah non, mais ça, c'est pas moi. D'ailleurs, c'est même pas une grand-mère. Puis d'ailleurs, il n'y a même pas de rue, il n'y a rien. Tout ça a été inventé, c'est pas vrai. Prouvez que c'est vrai. Et du moment où vous avez ce doute-là, c'est terminé. Je veux dire, vous ne pouvez plus avoir un système judiciaire qui considère que c'est une preuve numérique. C'est-à-dire que tout devient un indice. Et tout devient un faisceau d'indices. Donc ça change beaucoup, en fait, toute la logique de l'enquête technico-légale et de comment vous recueillez la preuve et comment vous faites en sorte qu'elle soit utile devant une cour. Et on en est là, vraiment, on en est réellement là. Il y a un problème de confiance. Si vous ne pouvez plus faire confiance au contenu que vous avez, vous ne pouvez plus faire confiance, en fait, à celui qui vous présente le contenu. Donc on a un cassage de la confiance en ce qui concerne les médias et d'autres. Je vais pas aller plus loin dedans, donc d'autres intervenants vont revenir là-dessus en détail. Et puis il y a un problème de désensibilisation, c'est-à-dire si ce qui est vrai, c'est à peu près le même poids informationnel de ce qui est faux, on peut s'en foutre un petit peu fondamentalement. Surtout que ce qui est important, c'est que j'ai participé à quelques études quand j'étais à l'Union européenne où le fait c'était au moment de la radicalisation, donc pourquoi les gens partagent les contenus de Daesh, pourquoi ça arrive dans un processus de radicalisation. Et vous rendez compte qu'en fait, au début de la chaîne, le pourquoi, c'est même pas j'y crois, c'est même pas je veux que ça se sache, c'est j'existe. C'est-à-dire que si je ne like pas cette vidéo, si je ne la partage pas, je n'existe pas. C'est même pas que je l'ai vu, c'est même pas que je suis d'accord, c'est pas le souci, c'est juste j'existe. Et ce fait que la prolifération du contenu est mixée avec une existence sociale, ça vient brouiller les pistes. Et puis,
en termes de désensibilisation, c'est pas étonnant. On dit toujours oui, la vie privée, pourtant c'est important. On comprend pas sur un autre sujet similaire comme la protection des données. Comment ça se fait que la jeunesse, on appelle toujours ça de la jeunesse, quelque part par là, la jeunesse ne soit pas intéressée par sa vie privée. En fait, c'est pas très étonnant. Si quand vous naissez, la première chose que vous voyez, c'est un téléphone portable qui vous filme et qui vous prend en photo, et c'est ça toute votre vie. À un bon moment, la valeur de la vie privée, elle décroît. Donc c'est un peu pareil sur la valeur de ce qui est vrai, de ce qui est faux. Quand ça n'a plus de sens, ça n'a plus de sens. Donc souvent, pour regarder un peu des solutions qui pourraient aider à naviguer cette problématique, c'est bien de prendre les choses et de les casser par petits morceaux. Donc pour ça, certains jeux nous ont appris à être agiles mentalement. Et je dirais que pour la désinformation, les méthodologies qu'on a mises en place depuis maintenant 20 ans sur l'enquête dans la cybercriminalité s'appliquent. On a besoin de tout réinventer, en fait, pour essayer de naviguer ça et mettre des solutions à l'échelle. Donc là, je vais prendre l'angle que je vais développer et plus un angle d'enquête. Donc, moi, j'ai fait 20 ans dans l'anti-cybercriminalité à Europol. Là, je suis donc à la tête du Cyber Peace Institute, où c'est ce qu'on fait. On enquête sur les attaques. Et ce modèle, qui en fait comprend comment un groupe criminel ou un acteur étatique met en place une cyberattaque, quand vous comprenez les étapes, c'est plus facile d'avoir en fait des tactiques sur chacune de ces étapes pour être opérationnel et pour pouvoir faire quelque chose d'impactant. Et des fois ça marche parce que ce brave homme, donc Hamza, que je connais bien, en fait, la photo intégrale elle est comme ça, il est connu comme le hacker qui sourit parce qu'il s'est fait arrêter après avoir géré le plus gros réseau de malware et de logiciels qui permettaient de voler des données bancaires. Donc c'était SpyEye à l'époque. Il était aussi avec le groupe qui était Zeus. Donc c'est possible. Tout le monde se dit toujours, ces gens se cachent au bout d'une neve, on peut rien faire. C'est pas vrai. Donc, mais c'est une question d'avoir une certaine forme de méthode. Et je voudrais terminer en disant qu'il y a certaines méthodes qui, je pense, peuvent s'appliquer au traçage des informations. Donc vous devez connaître ce système, donc, qui est en fait la même logique que pour la cybercriminalité, mais pour la désinformation. Si vous ne le trouvez pas, cherchez Disarm sur Internet. C'est quelque chose qui est fait par l'Union européenne. C'est extrêmement pratique. Et ça vous aide à penser en fait vos tactiques et vos capacités pour détecter. Donc, vous pouvez le penser sous plusieurs angles, qui sont les angles habituels, la technologie, les données, les talents, les process, qu'est-ce que vous mettez en place. Donc, en termes tech, faites pas prenez la même erreur que l'écosystème que vous regardez, c'est-à-dire ne pariez pas intégralement sur l'intelligence artificielle que vous ne pouvez pas expliquer pour pouvoir détecter de l'intelligence artificielle qui génère des contenus. Parce que sinon, fondamentalement, on en est sur choisir sa boîte. Quelle est la boîte qu'on préfère? Est-ce qu'on préfère la boîte noire, sur laquelle on n'est pas capable d'expliquer comment on arrive à un point A à un point B? Et en général, ça ne nous met pas dans une position de sachant. Donc peut-être qu'on peut être opérationnel et impactant, mais on n'est pas sachant. J'irais plutôt dire, prenez ça marche moins bien en français la blague, parce que c'est bac à sable et pas boîte à sable, sandbox en anglais c'est mieux. Mais voilà, c'est mieux d'avoir des environnements contrôlés technologiques dans lesquels vous pouvez tester des outils et vous comprenez réellement comment vos technologies marchent. Quand vous regardez du contenu, vous les évaluez et vous pouvez avoir une évaluation de leur crédibilité. Ne pas oublier qu'il y a tout un tas d'outils qui sont gratuits, voire pas chers du tout, qui sont dehors, qui sont des outils open source, ce sont des frameworks, des algorithmes, des choses qui vont vous aider dans vos opérations. On n'a toujours pas tendance à se dire « je vais devoir investir dans des outils de fou pour pouvoir évaluer ce qui se passe autour de moi », pas forcément. Donc il y a vraiment un travail à faire sur l'existant. On a trop tendance à oublier le passé sur Internet, c'est-à-dire qu'il n'y a que ce qui va se passer après qui est intéressant. Il y a quand même beaucoup de choses qui sont là. Et en termes de process, je dirais ne pas oublier ce qu'on a appris aussi sur les 20 dernières années en termes d'analyse de la preuve numérique. Je veux dire, il y a des bonnes pratiques, il y a des modalités, des méthodologies qui marchent, qui ont toujours marché. Donc il suffit d'être vraiment obtus dans le fait de les appliquer. Et ne pas se perdre devant cette sidération de l'énorme. L'intelligence artificielle arrive, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? En termes de process, il y a des process qui sont tangentiels. Ça, j'avoue que je l'utilise à chaque fois et c'est un peu... c'est pas très honnête, pour être très honnête. Mais c'est quelque chose que je déteste profondément, donc j'en parle. C'est le processus d'achat public dans l'Union européenne, qui n'a rien à voir avec la réalité. En fait, rien. C'est-à-dire vous avez un besoin en janvier, vous exprimez votre besoin en mars, et puis vous avez un dossier jusque, si vous avez de la chance, en septembre, et puis il y a un truc qui se fait, et un jour vous aurez un truc en janvier suivant qui sera installé en juin. Mais normalement, entre-temps, la technologie, elle a un tout petit peu changé, si vous pensez à l'histoire du deepfake du début. Donc soit on travaille comme ça, et en fait on n'arrive à rien, soit on se dit tous ensemble qu'il faut réinventer nos systèmes et s'adapter à la vitesse, toujours la vitesse de la criminalité et la vitesse de la loi. En termes de talent, donc ça c'est pas la solution.
c'est sûr que non. Là, je pense toujours à investigation, donc je reviens sous cet angle-là. La solution, elle est plus... Et c'est quelque chose voilà, qui est intéressant depuis l'avènement de son on parle depuis plusieurs mois sur l'intelligence artificielle générative et comment ça va détruire des emplois. Je pense qu'en termes de société, il y a des choix qu'on va devoir faire et se rappeler comment certains d'entre nous sont devenus experts. On est devenus experts parce qu'au cours de notre carrière, on est passé sur plein de petits boulots, de trucs plus ou moins intéressants, plus ou moins chiants, mais on les a fait, et on est devenu expert parce qu'on a appris. Si on coupe cette expertise en automatisant des tâches qu'on considère à bas coût, à bas niveau, et qu'on n'a plus justement cette capacité d'exposer en fait une certaine frange des talents à ces problèmes, on n'aura jamais des experts de demain. Donc il y a des choix aussi à faire qui sont des choix logiques, des choix tangibles. Ça me fait penser à une étude que j'ai lue il n'y a pas longtemps sur comment l'intelligence artificielle générative ne produit que de pâles copies de contenus existants. C'est un peu la même chose. C'est-à-dire, vous voyez ces images qui sont super bien définies et vous les passez sur un algorithme, vous avez un JPEG un peu pourri, et bien aujourd'hui c'est la même chose. Si vous prenez du contenu sur Internet et vous le passez en AI générative encore et encore, à la fin vous avez plus ou moins le même contenu, mais il est un peu flou, il n'est pas exactement net, il n'est pas vraiment... Et ça, c'est très très dangereux si ça devient notre base à tous. Et c'est extrêmement dangereux si on ne peut pas avoir justement des talents qui possèdent le vrai contenu et qui sont passés par la difficulté de comprendre comment ça les emmène à l'expertise. Donc je dirais, voilà, investir sur les gens que vous avez et investir sur le fait de monter en compétences. Ne pas penser que l'IA est la solution à tout. Ne pas non plus tomber là-dedans, je ne vais pas dire tomber dans ce travers-là, mais il y a sûrement un monde entre les deux. Et je crois que j'arrive à la fin, oui, sur toujours la régulation. Donc je pense qu'on va en parler après, mais aussi les vraies capacités, en tout cas pour ceux qui sont dans ce domaine-là, de naviguer les réglementations qui sont en train de pulluler. Ne serait-ce que l'Union européenne, il y a 5 réglementations qui vont impacter profondément notre accès à tous à Internet. Je pense que même pas la convergence encore, c'est pas que la convergence tech, c'est aussi la convergence de loi qui vient faire des disruptions assez importantes. Donc avoir aussi des capacités de naviguer ça. Et puis, j'ai terminé. Merci beaucoup.